bonjour à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et à quelle heure vous nous suivez. Ainsi, YouTube continuera à vous proposer des histoires comme celle-ci. Maintenant, commençons. Chaque année, mes amis me traînent à une soirée de Nouvel An, et chaque année, je jure que ce sera la dernière fois. Mais 2023 était différent. Je venais de traverser une rupture douloureuse et avais passé la plupart du mois de décembre seul dans mon appartement. Megan, mon amie, est pratiquement venue frapper à ma porte pour me sortir de mon isolement. Notre petit groupe de 4 amis était inséparable depuis l'université, moi, Megan, son petit ami 3, et mon collègue Denis, qui avait rejoint notre cercle après avoir commencé à travailler avec moi dans une agence de marketing en centre-ville. Nous avions tous obtenu notre diplôme en 2015, ce qui signifiait que nous étions à cette étrange phase de la vie où la moitié de nos amis avaient des enfants, tandis que l'autre moitié ne pouvait même pas se décider pour une ville. Ce soir-là, nous avions pris un VTC pour nous rendre au bord de l'eau et regarder les feux d'artifice. Nous avions acheté des tacos dans un food truck et prévoyions de prendre un autre VTC pour rentrer avant que les tarifs ne grimpent en flèche. Tout s'est bien passé jusqu'à environ 2h30 du matin, alors que nous étions déjà sur le chemin du retour. Le trajet se faisait via UberShare, une de ces applications de covoiturage où vous partagez la course avec des inconnus se rendant dans la même direction. Notre chauffeur, Oscar, était un homme calme, avec un petit drapeau colombien accroché à son rétroviseur. Il écoutait du reggaeton à un volume respectueux pour cette heure tardive. Il y avait déjà 2 autres passagers dans le minivan quand nous sommes montés, un jeune couple qui semblait avoir fait la fête bien plus dure que nous. La fille était déjà à moitié endormie contre la vitre, avec des paillettes étalées sur sa joue. Le trajet nous a menés à travers les banlieues nord, et quand nous avons atteint les rues résidentielles au-delà d'Oakwood Heights, tout était silencieux. La plupart des gens étaient soit encore en train de célébrer en centre-ville, soit endormis chez eux. Les maisons semblaient étranges dans l'obscurité, des bonhommes de neige gonflables dégonflés, gisant sur des pelouses gelées, et des guirlandes clignotant sur des minuteries, sans personne pour les admirer. Oscar prenait un raccourci à travers un quartier que je ne reconnaissais pas, quand nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à un carrefour. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Une berline bleu foncé était arrêtée dans la voie à côté de nous, légèrement en avant, ce qui nous permettait de voir directement à travers la vitre du conducteur. Au début, j'ai cru que les 2 personnes à l'intérieur se disputaient simplement. Le genre de dispute bruyante et désordonnée que les couples ont après avoir trop bu pendant les fêtes. Mais soudain, le bras du conducteur s'est levé, et j'ai vu son poing frapper le visage de la femme. Pas une gifle, pas une poussée, mais un coup de poing fermé qui a projeté sa tête contre la vitre du passager. Megan a sursauté à côté de moi, et 3 s'est penché entre les sièges avant pour mieux voir. Le conducteur l'a frappé à nouveau, cette fois en lui tirant les cheveux et en cognant sa tête contre le tableau de bord. La femme ne se défendait pas. Elle ne tentait même pas de se protéger. Ses bras pendaient, inertes, comme si elle avait déjà abandonné. Comme si ce n'était pas la première fois. J'ai vu du sang sur son visage, sombre et brillant sous le réverbère, s'étalant sur la vitre où sa joue était pressée. Oscar a murmuré quelque chose en espagnol et nous a regardés dans le rétroviseur, ses yeux écarquillés par la même incrédulité que nous ressentions tous. 3 n'a pas hésité. Il a tendu la main et a frappé violemment le klaxon, le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. Le son a déchiré le silence du quartier comme un cri, et l'homme dans la berline a arrêté son geste en plein mouvement. Sa tête s'est tournée lentement vers notre minivan, et j'ai eu ma première vue claire de son visage. Il avait peut-être la quarantaine, avec un cou épais et un crâne rasé qui brillait sous la lumière ambrée du réverbère. Ses yeux n'étaient ni fous ni déments, comme je m'y attendais. Ils étaient froids, calculateurs, comme s'il nous évaluait et décidait quoi faire de cette interruption. Le feu est passé au vert, mais personne n'a bougé. Pendant un long et horrible moment, nous nous sommes simplement fixés à travers la vitre. Puis ses lèvres se sont tordues en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, et il a levé un doigt, pointant directement vers notre pare-brise, vers nous, avant de faire lentement avancer sa voiture et de tourner à droite. Denis avait déjà sorti son téléphone et composait le 911 avant même que la berline ne termine son virage. Oscar a accéléré dès que l'autre voiture a disparu de notre vue, et j'ai senti le minivan bondir en avant alors que nous traversions l'intersection à toute vitesse, mettant autant de distance que possible entre nous et ceux que nous venions de voir. Le jeune couple à l'arrière s'était réveillé, la fille demandant d'une voix confuse et pâteuse ce qui se passait.
Personne ne lui a répondu. J'étais tourné sur mon siège, regardant la route derrière nous à travers la vitre arrière, mon cœur battant si fort que je le sentais dans ma gorge. Pendant environ 30 secondes, j'ai cru que nous étions tirés d'affaire. La rue derrière nous restait vide, juste de l'asphalte sombre, des voitures garées, occasionnellement, une lumière de Porsche. Puis une paire de phares a tourné au coin de la rue, rapidement, bien trop rapidement. Et j'ai su immédiatement que c'était lui. Il avait fait le tour du pâté de maison. Il revenait pour nous. Denny était toujours en attente avec le 911, un message automatisé répétant quelque chose sur le volume élevé d'appels en raison des fêtes. J'avais envie de crier à l'enregistrement que quelqu'un allait mourir cette nuit s'il ne décrochait pas. Oscar roulait plus vite maintenant, slalomant à travers les rues résidentielles avec une concentration qui m'a fait comprendre que ce n'était pas sa première fois dans une mauvaise situation. La berline restait à environ 15 mètres derrière nous, ajustant sa vitesse exactement à la nôtre, ne reculant jamais et ne se rapprochant jamais. C'était comme s'il voulait que nous sachions qu'il était là. Qu'il voulait que nous le sentions juste derrière nous. 3 essayait de prendre une photo de la plaque d'immatriculation à travers la vitre arrière, mais entre l'obscurité et le mouvement, tout sortait flou. Megan avait passé son bras autour de moi, me serrant fort, et j'ai réalisé que je tremblais. Pas à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline qui inondait chaque partie de mon corps. Les rues étaient complètement désertes. Chaque maison était sombre, tout le monde endormi ou évanoui après les célébrations. Nous avons passé un stop sans même ralentir, et la berline a fait de même. Puis un autre. Oscar a pris un virage serré à gauche sans clignoter, les pneus crissant sur le bitume. Et pendant un moment, j'ai cru que nous l'avions semé. Mais quand j'ai regardé en arrière, ses phares étaient déjà en train de tourner derrière nous, réguliers et patients, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. La berline a accéléré sans avertissement, réduisant l'écart entre nous en quelques secondes. J'ai entendu Megan crier alors que les phares inondaient notre vitre arrière, si brillant que j'ai dû me protéger les yeux. Il était maintenant juste derrière nous, assez près pour que je puisse distinguer sa silhouette à travers l'éclat. Ce cou épais, ce crâne rasé, une main sur le volant et l'autre faisant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Oscar a fait un écart brutal vers la droite, et la berline a heurté notre coin arrière avec un craquement de métal qui nous a fait déraper à travers la rue déserte. Le jeune couple à l'arrière était maintenant complètement réveillé. Le gars hurlait des questions auxquelles personne n'avait le temps de répondre. J'ai attrapé l'appui-tête devant moi et me suis accroché alors qu'Oscar reprenait le contrôle, mes dents claquant à cause de l'impact. La berline avait reculé de quelques longueurs de voiture, mais j'ai vu une nouvelle bosse sur son pare-choc avant, brillant sous un réverbère. Et j'ai vu qu'il riait, littéralement, la bouche grande ouverte, les épaules tremblant d'amusement, comme si c'était le moment le plus drôle qu'il ait vécu depuis des années. Cette image s'est gravée dans ma mémoire, un homme qui bat les femmes dans sa voiture, qui poursuit des inconnus dans des rues désertes à 3 heures du matin, riant comme s'il regardait une comédie. Enfin, une voix a retenti du téléphone de Denny. Une vraie voix humaine, fatiguée et stressée, mais réelle. Il a commencé à parler vite, donnant notre position aussi précisément que possible, décrivant la berline, l'agression que nous avions vue, la poursuite qui durait maintenant depuis 5 minutes. La dispatchereuse nous a dit de rester en ligne, de continuer à bouger, que des unités étaient envoyées, mais que les temps de réponse étaient retardés à cause des fêtes. Retardés ? Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Nous étions traqués dans un quartier endormi, et l'aide était retardée. Oscar a crié qu'il se dirigeait vers la route principale, espérant qu'il y aurait plus de circulation, plus de témoins, peut-être même une voiture de patrouille en ronde de routine. Mais la rue résidentielle semblait sans fin. Bloc après bloc de maisons identiques, avec leurs lumières de Porsche éteintes et leurs rideaux tirés. La berline nous a percutés à nouveau, plus fort cette fois. Et j'ai entendu quelque chose craquer sous le minivan, un son qui a fait jurer Oscar en espagnol. 3 essayaient de calmer tout le monde, nous disant que nous devions juste tenir jusqu'à Bleecker Avenue, où il y aurait des stations-service et un dîner ouvert 24h24, mais sa voix tremblait si fort que les mots sortaient en morceaux. Nous avons presque réussi. Je pouvais voir la lueur des lumières commerciales devant nous, le rouge et jaune familier d'un panneau de station-service s'élevant au-dessus des toits comme un phare. Oscar poussait le minivan au maximum, le moteur gémissant en protestation. Et pendant quelques belles secondes, la berline a reculé. Mais puis est venu un son qui m'a retourné l'estomac. Un bruit rythmé venant de sous nous, devenant plus fort à chaque rotation des roues. Le premier impact avait causé plus de dégâts que nous ne l'avions réalisé.
Oscar perdait le contrôle, la direction tirant violemment vers la gauche peu importe ses efforts pour la corriger. Nous avons traversé une autre intersection avant qu'il n'ait d'autre choix que de s'arrêter. Le minivan s'est immobilisé contre le trottoir devant une maison sombre avec un panneau « À vendre » dans le jardin. La station-service était peut-être à 3 pâtés de maison. Cela aurait aussi bien pu être 3 miles. La berline s'est arrêtée derrière nous et s'est immobilisée, ses phares illuminant l'intérieur de notre véhicule comme une scène. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Nous étions assis là, dans cette lumière blanche et dure, attendant de voir ce qu'il allait faire ensuite. La portière du conducteur de la berline s'est ouverte, et il est sorti dans la rue. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé. Pas seulement le cou épais que j'avais remarqué avant, mais des épaules larges et des bras qui tendaient sa veste sombre. Il s'est approché de nous lentement, délibérément, ses bottes faisant un bruit sur l'asphalte qui semblait incroyablement fort dans le quartier silencieux. Denny était toujours au téléphone avec le 911, chuchotant notre nouvelle position, les suppliant de se dépêcher. Oscar a atteint sous son siège et en a sorti une clé à molette, sa mâchoire serrée, et a agrippé le dossier de son siège comme s'il était prêt à sauter et à aider si nécessaire. L'homme s'est arrêté à environ 3 mètres de notre pare-choc arrière et s'est contenté de nous fixer à travers la vitre arrière. Puis il a mis la main dans la poche de sa veste, et j'ai senti chaque muscle de mon corps se tendre si fort que ma vision a commencé à s'embrouiller sur les bords. Mais il n'a pas sorti une arme. Il a sorti une cigarette et un briquet, l'a allumé avec désinvolture, et a tiré une longue bouffée tout en nous regardant comme si nous étions des animaux en cage. Il voulait que nous sachions qu'il était aux commandes, qu'il pouvait prendre son temps, que personne ne venait nous sauver. L'affrontement a duré peut-être 2 minutes, mais cela m'a semblé 1 heure. Il a fini sa cigarette lentement, écrasant le mégot sur le trottoir et l'écrasant sous sa botte. Puis il a commencé à marcher vers nous à nouveau. Et cette fois, Oscar a ouvert sa portière et est sorti. La clé à molette serrée dans sa main droite. J'avais envie de lui crier de remonter dans la voiture, mais ma voix était coincée quelque part au fond de ma poitrine. Les 2 hommes se sont fait face à travers la rue déserte. Et j'ai pu voir le calcul se faire derrière les yeux de l'agresseur, évaluant si cela en valait la peine, mesurant Oscar, décidant s'il pouvait le dominer. C'est alors que nous l'avons entendu. Des sirènes. Faibles au début, mais devenant plus fortes, venant de quelque part à l'est. L'homme les a entendues aussi, et quelque chose a changé dans sa posture. Il a fait un pas en arrière, puis un autre. Ses yeux ont balayé notre minivan une dernière fois, s'arrêtant sur chacun de nous à travers les vitres, comme s'il mémorisait nos visages. Puis il nous a pointé à nouveau, ce même geste lent et délibéré de l'intersection, et est retourné vers sa berline. Il est monté, a reculé en douceur, et a disparu dans une rue latérale juste au moment où les premières lumières rouges et bleues sont apparues au loin. Quand la voiture de patrouille nous a atteints, il était parti. Les policiers ont pris nos dépositions pendant près d'1 heure, garés là, dans cette rue résidentielle sombre, tandis que le ciel se teintait lentement de gris avec les premières lueurs de l'aube. Ils ont retrouvé la femme de la berline dans une salle d'urgence d'un hôpital environ 40 minutes plus tard. Elle était entrée seule, saignant d'une entaille au-dessus du sourcil, et avait refusé de dire qui l'avait blessée. Elle n'a pas porté plainte, n'a même pas confirmé qu'elle connaissait l'homme que nous avions décrit. La police nous a dit que cela arrivait plus souvent que les gens ne le pensaient. Que les victimes protégeaient leurs agresseurs pour des raisons compliquées et déchirantes. Et qu'avec sa non-coopération, il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire. Ils ne l'ont jamais attrapé. J'ai passé des semaines à vérifier les sites d'actualité, attendant une histoire sur un homme chauve au cou épais arrêté pour agression ou pire, mais cela n'est jamais arrivé. Parfois, je pense encore à cette femme. Je me demande si elle a réussi à s'échapper de lui finalement, ou si elle est toujours piégée dans cette voiture, sursautant chaque fois que sa main bouge. Et je pense à la façon dont il nous a regardés à travers cette vitre arrière, fumant sa cigarette, si patient et calme. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'il s'en tirerait. Ce qui me hante le plus n'est pas la poursuite ou la peur. C'est le fait que quelque part là-bas, il roule encore dans ces mêmes rues. Et que la prochaine personne qui klaxonnera à un feu rouge n'aura peut-être pas de sirène pour la sauver. Mon pote Nathan m'a envoyé un message le 28 décembre pour me demander si notre groupe allait toujours à Portland pour le réveillon. Nous avions maintenu cette tradition depuis notre diplôme en 2015. Peu importe à quel point la vie devenait folle, cette nuit-là restait sacrée. Alors, le 31 décembre 2024,
nous étions 6 à nous diriger vers Pionnier Courthouse Square pour le grand décompte. Nathan avait amené sa petite amie Brooke, notre ami Théo était venu avec son frère Julien, et j'avais invité Priscilla, une collègue de mon bureau qui venait de déménager en Oregon et n'avait jamais vécu la folie d'une vraie célébration en centre-ville. L'énergie était électrique dès que nous sommes descendus du max vers 22h. Des milliers de personnes remplissaient la place, leur souffle visible dans l'air froid, chacun vibrant de cette excitation particulière qui n'existe que dans les dernières heures d'une année mourante. Nous avons trouvé un bon endroit près d'un vendeur de nourriture, assez proche pour voir la scène où un groupe local jouait des reprises de chansons rock classiques, noyées dans le bruit de la foule. À 23h30, la foule avait triplé. Ce qui avait commencé comme un rassemblement confortable s'était transformé en une masse écrasante de corps pressés les uns contre les autres, au point que je pouvais sentir des inconnus respirer contre mon cou. Les gens continuaient à pousser vers la scène, et notre petit groupe s'est séparé malgré nos efforts pour rester ensemble. J'ai perdu Nathan en premier. Puis Théo et Julien ont disparu quelque part à ma gauche quand une vague de gens a déferlé. Priscilla m'a attrapé le bras et a crié quelque chose que je n'ai pas pu entendre à cause du bruit. Mais en quelques secondes, elle aussi a été emportée, sa main glissant de la mienne comme de l'eau entre les doigts. Mon téléphone était mort 1 heure plus tôt parce que j'avais oublié de le recharger avant de partir, ce qui signifiait que je n'avais aucun moyen d'envoyer un message ou de vérifier notre point de rencontre. L'air était devenu épais et chaud malgré la température glaciale de décembre. Un étrange mélange de chaleur corporelle, d'haleine alcoolisée et de parfum qui me faisait tourner la tête. J'avais besoin de sortir, ne serait-ce que pour 1 minute, juste assez d'espace pour respirer, réfléchir et comprendre où tout le monde était passé. Je me suis faufilé sur le côté à travers la foule, utilisant mes épaules pour me frayer un chemin vers le bord de la place. Il m'a fallu presque 10 minutes pour avancer de 15 mètres, me glissant entre des couples tenant des bouteilles de champagne et des groupes d'étudiants portant des chapeaux pailletés et soufflant dans des sifflets directement dans mes oreilles. Quand j'ai finalement réussi à me libérer de la partie la plus dense de la foule, je me suis retrouvé près du coin de Southwest Yamile et de la 6e avenue, où la foule s'était suffisamment éclaircie pour que je puisse enfin étendre les bras sans toucher quelqu'un. Une petite ruelle latérale s'ouvrait entre 2 vieux bâtiments en briques, l'un d'eux étant une boutique d'antiquités fermée avec des barreaux en fer aux fenêtres. Je me suis engagé dans l'embouchure de cette ruelle juste pour reprendre mon souffle, m'appuyant contre le mur de briques froid et laissant l'air hivernal remplir mes poumons. Le bruit de la place tonnait toujours derrière moi, mais ici, il semblait étouffé, lointain, comme écouter un concert de l'extérieur de la salle. J'ai regardé ma montre et j'ai vu 23h47 s'afficher dans la faible lumière. 13 minutes avant minuit, et je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvaient mes amis. C'est alors que le premier feu d'artifice a explosé au-dessus de ma tête. Quelqu'un avait devancé le décompte, envoyant une gerbe de rouge et d'or dans le ciel qui a illuminé la ruelle de couleurs vacillantes. Dans ce bref éclair de lumière, je les ai vus à environ 12 mètres plus loin dans la ruelle. 2 hommes en veste sombre traînaient une femme vers une porte de service à l'arrière de l'un des bâtiments. Elle se débattait, ses jambes donnant des coups de pied contre le trottoir, l'un de ses talons raclant le béton alors qu'il la tirait. J'ai vu sa bouche s'ouvrir grand, son corps se tordre et se battre, mais le bruit du feu d'artifice a englouti tout son qu'elle a pu faire. Pendant 1 seconde, je suis resté là, mon cerveau essayant de traiter ce que mes yeux me montraient. Un autre feu d'artifice a explosé, celui-ci vert et blanc, et dans sa lueur, j'ai vu son visage clairement, jeune, peut-être la vingtaine, du mascara coulant sur ses joues, une terreur pure dans ses yeux. L'un des hommes avait sa main plaquée sur sa bouche tandis que l'autre lui agrippait le bras si fort que je pouvais voir le tissu de sa robe argentée se froisser sous ses doigts. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Mes pieds m'ont porté plus loin dans la ruelle avant que mon cerveau ne puisse calculer le danger. Et je m'ai entendu crier quelque chose comme « Eh, arrêtez » ou « Laissez-la partir ». Je ne me souviens pas des mots exacts parce que mon cœur battait si fort qu'il noyait ma propre voix. Les 2 hommes se sont arrêtés et se sont tournés vers moi. Les feux d'artifice continuaient d'exploser au-dessus de nous, peignant leurs visages de couleurs qui les faisaient paraître presque irréels. Celui qui lui couvrait la bouche était plus petit, trapu, avec un crâne rasé et un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre. L'autre était plus grand et plus mince, portant un bonnet noir tiré bas sur son front. Ils n'avaient pas l'air paniqués ou surpris. Ils avaient l'air agacés, comme si j'étais une mouche bourdonnant autour de leur dîner. Le grand a dit quelque chose à son partenaire dans une langue que je ne reconnaissais pas, puis a lâché le bras de la femme et a commencé à marcher vers moi. Ses pas étaient lents et délibérés, presque décontractés, et ce calme m'a fait plus peur que s'il avait chargé. Il s'est arrêté à environ 2 mètres de moi et a incliné la tête sur le côté,
comme s'il étudiait un insecte. Il a parlé en anglais avec un accent, sa voix assez basse pour que je doive tendre l'oreille pour l'entendre par-dessus le grondement lointain de la foule et les explosions continues des feux d'artifice. Mauvais endroit, mon ami. Fais demi-tour. Retourne à ta fête. Sa main s'est déplacée vers la poche de sa veste, et il a descendu la fermeture éclair juste assez pour me montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. La lame a capté un éclair de lumière bleue d'un feu d'artifice au-dessus. Un couteau pliant déjà ouvert, le tranchant brillant. Il ne l'a pas sorti ou agité. Il m'a juste laissé le voir. Me laisser comprendre ce qui arriverait si je restais. Derrière lui, le trapu tenait toujours la femme, sa main serrée sur son visage, et je pouvais voir ses yeux fixés sur moi, grands et désespérés, me suppliant de ne pas partir. Mon esprit a passé en revue les options comme une machine à sous tournant trop vite pour être lu. Je pouvais courir vers la place, essayer de trouver un flic, mais les barricades de police avaient été installées autour de la scène principale, et j'avais vu des officiers rediriger les gens loin des rues latérales pour gérer le flux de la foule. Le temps que je trouve quelqu'un, que j'explique ce qui se passait et que je les ramène ici, ces hommes seraient partis. La femme aurait disparu. Le grand homme a fait un autre pas vers moi, assez près maintenant pour que je puisse sentir l'odeur de cigarette sur sa veste. Dernière chance, a-t-il dit, et quelque chose dans son ton m'a fait comprendre qu'il le pensait. Derrière nous, la foule sur la place a commencé le décompte. 10, 9, 8. Leur voix montait à l'unisson comme une vague lointaine. J'ai regardé par-dessus son épaule la femme, les larmes coulant sur son visage, ses doigts griffant inutilement le bras de l'homme trapu. 7, 6, 5. J'ai pensé à mon père, décédé quand j'avais 19 ans, et à la façon dont il disait toujours qu'un homme se définit par ce qu'il fait quand personne ne regarde. 4, 3, 2. Le grand homme a souri et a commencé à se retourner vers son partenaire, supposant que j'avais fait mon choix. 1. Le ciel a explosé en une symphonie d'explosions, une cascade de couleurs et de tonnerre qui a fait trembler les fenêtres des bâtiments autour de nous. Et à ce moment-là, alors que l'attention du grand homme vacillait vers le haut pendant une fraction de seconde, j'ai attrapé un couvercle de poubelle en métal appuyé contre le mur et l'ai balancé sur sa tête avec toute la force que j'avais. Le couvercle a heurté le côté de son crâne avec un son que je n'oublierai jamais. Un bruit creux et humide qui a vibré à travers mes bras et dans mes épaules. Il a vacillé sur le côté, s'écrasant contre une pile de palettes en bois, et le couteau a cliqueté de sa main sur le pavé. Je n'ai pas attendu pour voir s'il se relevait. J'ai couru vers l'homme trapu qui avait relâché la bouche de la femme pour atteindre quelque chose dans sa propre poche. Elle a hurlé alors, un son brut et brisé qui a percé même le rugissement des feux d'artifice, et a projeté son coude en arrière dans ses côtes. Il a grogné et desserré sa prise juste assez pour qu'elle se dégage. Elle est tombée à genoux sur le béton, rampant vers moi à quatre pattes, sa robe argentée déchirée à l'ourlet et ses cheveux fous autour de son visage. Je l'ai attrapée par le bras et l'ai tirée vers moi, me retournant déjà vers l'entrée de la ruelle. Mais le grand homme était de nouveau debout, le sang coulant sur le côté de son visage, et il avait récupéré son couteau. Il se tenait entre nous et la sortie, son expression n'était plus agacée, mais bien pire, concentrée, prédateur, comme un chasseur qui venait de décider que sa proie valait l'effort. La femme m'a agrippé les bras si fort que ses ongles ont transpercé la manche de ma veste. Il y a une autre sortie, a-t-elle haleté, sa voix rauque à force de crier. J'ai vu quand ils m'ont amené ici. Une porte à l'arrière mène à la rue suivante. Je n'ai pas eu le temps de la questionner. L'homme trapu s'était remis de l'elbowing dans les côtes et se dirigeait maintenant vers nous, flanquant son partenaire, nous piégeant dans une tenaille. Je me suis retourné et j'ai couru plus profondément dans la ruelle, tirant la femme avec moi, nos pas résonnant contre les murs de briques. Les feux d'artifice continuaient, explosion après explosion, éclairant le passage étroit et projetant des éclairs de rouge, d'or et de vert. Nous sommes passés devant des poubelles débordant de carton, un vélo rouillé enchaîné à un tuyau, des flaques de quelque chose de sombre que je ne voulais pas identifier. La ruelle a tourné à gauche, puis à droite, s'ouvrant sur une petite cour entourée des entrées arrière de commerce fermées. Une porte en grillage se trouvait à l'autre extrémité, peut-être de 2,10 mètres de haut, surmontée de fils barbelés qui scintillaient dans la lumière intermittente. La femme a pointé du doigt, son souffle venant par halètement saccadé. Là, nous pouvons l'escalader. J'ai entendu des pas derrière nous se rapprocher et le son du grand homme jurant dans cette langue que je ne pouvais pas identifier. J'ai atteint la porte en premier et j'ai saisi le grillage avec les deux mains, testant sa solidité. Elle a tremblé mais a tenu bon.
Je me suis tourné vers la femme et j'ai joint mes mains, créant une marche pour son pied. Allez. Je vais te pousser par-dessus. Elle a hésité une seconde, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, de la gratitude, peut-être, ou de l'incrédulité qu'un inconnu fasse cela pour elle. Puis elle a mis son pied dans mes mains et je l'ai soulevé, mes bras hurlant de l'effort alors qu'elle attrapait le sommet de la clôture et se hissait par-dessus. Elle a réussi à éviter le fil barbelé d'une manière ou d'une autre, laissant une bande de tissu argenté accrochée à l'un des points, et est tombée de l'autre côté avec un grognement de douleur. J'ai commencé à grimper après elle, mes doigts s'accrochant aux espaces en forme de losange du grillage, mes chaussures glissant sur le métal. J'étais à moitié monté quand une main a attrapé ma cheville et m'a tiré en arrière. J'ai perdu prise et je suis tombé, atterrissant durement sur le dos dans la cour, l'impact me coupant le souffle. Le grand homme se tenait au-dessus de moi, un couteau à la main, le sang coulant toujours de sa tempe où je l'avais frappé. Son partenaire était juste derrière lui, bloquant toute chance de fuite par où nous étions venus. Le grand homme s'est accroupi à côté de moi, pressant le plat de la lame contre ma joue. Je pouvais sentir à quel point elle était froide, à quel point le tranchant était tranchant, et j'ai pensé à quel point c'était étrange que ce soit peut-être la dernière chose que je ressentirais jamais. « Tu aurais dû t'en aller » a-t-il dit presque tristement, comme s'il regrettait ce qu'il était sur le point de faire. Les feux d'artifice avaient ralenti maintenant, le grand final s'estompant en éclats dispersés et en crépitements. Et je pouvais entendre les acclamations lointaines de la foule célébrant la nouvelle année. J'allais mourir dans cette cour crasseuse tandis que des milliers de personnes trinquent au champagne à moins de 2 pâtés de maison. L'homme trapu a dit quelque chose à son partenaire, gesticulant avec impatience vers la porte où la femme s'était échappée. Ils se disputaient. J'ai réalisé que l'homme trapu voulait la poursuivre, finir ce qu'ils avaient commencé. Le grand semblait plus intéressé à me punir pour m'être immiscé. Leur désaccord m'a donné quelques secondes, et je les ai utilisées pour scanner le sol autour de moi à la recherche de quoi que ce soit que je pourrais utiliser. Ma main a trouvé un morceau de béton brisé près de la base du mur, de la taille d'une balle de baseball avec des bords dentelés qui mordaient dans ma paume. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je n'allais pas rester là et les laisser décider de mon sort. J'ai balancé le morceau de béton vers le haut avec tout ce qu'il me restait, frappant le grand homme à la mâchoire. J'ai entendu des dents craquer, l'ai entendu hurler de douleur, et puis j'étais debout et je courais, non pas vers la porte, mais en arrière dans le labyrinthe de ruelles, espérant les semer dans l'obscurité. Mes poumons brûlaient et mon dos me faisait mal là où j'étais tombé. Mais j'ai continué à avancer, tournant au hasard dans les coins, renversant des poubelles derrière moi pour les ralentir. J'ai jailli d'une ruelle sur Southwest Stark Street et j'ai failli entrer en collision avec un groupe de fêtards ivres se dirigeant vers leur voiture. « Appelez le 911 » ai-je crié en passant sans m'arrêter pour expliquer. Et puis j'ai vu quelque chose de magnifique, 2 policiers à vélo stationnés au coin pour gérer le débordement de piétons de l'événement principal. J'ai couru vers eux, agitant les bras, hurlant à propos de la femme, des hommes et du couteau. Ils ont dû me prendre pour un fou au début. Un type ivre faisant une crise, mais quelque chose dans mon visage les a convaincus de me prendre au sérieux. L'un d'eux a appelé des renforts par radio tandis que l'autre me suivait vers la cour. Et quand nous y sommes arrivés, les 2 hommes avaient disparu. Disparus dans la nuit comme s'ils n'avaient jamais existé. La police a retrouvé la femme 2 pâtés de maison plus loin, assise sur le trottoir devant un dîner de nuit tardif, tremblante et en larmes, mais vivante. Elle s'appelait Valérie, et elle a dit aux officiers que les hommes l'avaient attrapée à l'extérieur d'un bar sur Southwest Alder Street alors qu'elle attendait son Uber. Elle était à une fête avec des collègues, était sortie seule pour prendre sa voiture, et en quelques secondes, ils l'avaient. Elle ne les connaissait pas, ne les avait jamais vus avant, n'avait aucune idée de pourquoi ils l'avaient ciblée. Le détective qui a pris ma déposition a dit que c'était probablement un enlèvement aléatoire, peut-être lié à une opération de trafic qu'ils enquêtaient depuis des mois. Ils n'ont jamais attrapé les 2 hommes. Les caméras de sécurité dans cette partie du centre-ville étaient soit cassées, soit pointées dans la mauvaise direction, et les descriptions que j'ai données à un homme trapu et chauve, un grand homme avec un bonnet correspondaient à environ 1000 personnes à Portland cette nuit-là. Valérie m'a contacté par l'intermédiaire du détective quelques semaines plus tard, voulant me remercier en personne. Nous nous sommes rencontrés dans un café du quartier Pearl, et elle m'a apporté une carte cadeau et une note manuscrite que je garde toujours dans le tiroir de mon bureau. Elle m'a dit qu'elle faisait des cauchemars toutes les nuits, qu'elle ne pouvait plus marcher seule dans la rue, qu'elle avait emménagé chez ses parents à Beaverton parce qu'elle ne supportait plus d'être seule dans son appartement. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai juste dit que j'étais content qu'elle aille bien, et je le pensais.
Nathan et les autres avaient passé 3 heures à me chercher cette nuit-là avant que je ne les retrouve enfin au poste de police où je donnais ma déposition. Priscilla a pleuré en me voyant. Julien n'arrêtait pas de dire « mec », encore et encore, comme si son cerveau avait disjoncté. Brooke m'a fait promettre de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi stupide, et j'ai menti en disant que je ne le referais pas. La vérité, c'est que je ne sais pas ce que je ferais si je voyais quelque chose comme ça à nouveau. J'espère que je serai courageux. J'espère que j'agirai. Mais je sais aussi maintenant ce que cela fait d'avoir un couteau pressé contre son visage. De se sentir absolument certain qu'on va mourir. Et cette connaissance vous change de façon que vous ne pouvez pas expliquer. Cela fait presque 1 an maintenant. Je vais encore en centre-ville parfois, je passe encore devant cette ruelle sur Southwest Yamhill. La boutique d'antiquités est maintenant un bar à smoothie. La cour a été nettoyée et transformée en petit parking. Il n'y a aucun signe que quelque chose se soit passé là. Aucun mémorial, aucune marque, juste du béton et de la brique, et le flux ordinaire des gens vaquant à leurs occupations. Mais chaque fois que je passe devant, je pense à Valérie. Je pense à ces 2 hommes toujours quelque part là-bas. Et je pense à ce que mon père a dit, qu'un homme se définit par ce qu'il fait quand personne ne regarde. Le réveillon du Nouvel An 2024, dans une ruelle sombre, tandis que toute la ville regardait le ciel, j'ai découvert quel genre d'homme j'étais. Je souhaite juste que la réponse ne me tienne toujours éveillé la nuit. Kayla me suppliait depuis des semaines de venir à sa fête de quartier. Ma petite sœur avait emménagé dans un cul-de-sac en banlieue de Phoenix juste après son mariage en 2022, et c'était la première fois qu'elle organisait quelque chose de plus grand qu'un dîner. Le réveillon du Nouvel An semblait être l'occasion parfaite, disait-elle, et son voisin Vic avait promis de s'occuper des feux d'artifice. Je me souviens avoir roulé des yeux quand elle a mentionné cette partie pendant notre appel téléphonique. Les feux d'artifice dans une zone résidentielle m'ont toujours rendu nerveux, mais elle m'a assuré que Vic savait ce qu'il faisait. Il avait des connexions, disait-elle. Il travaillait pour une entreprise qui faisait des pyrotechnies pour des événements. À 34 ans, j'aurais dû faire plus confiance à mon instinct qu'à l'enthousiasme de ma petite sœur. Mais elle avait l'air si excitée, et j'avais passé les 3 derniers réveillons du Nouvel An seul dans mon appartement avec du champagne bon marché et ce qui passait à la télévision. Alors, j'ai conduit les 2 heures depuis Tucson, arrivant juste au moment où le soleil se couchait derrière les maisons en stucco, teintant toute la rue d'une magnifique nuance d'orange brûlé. Le jardin était plus petit que je ne l'avais imaginé, peut-être 12 mètres de profondeur avant de buter contre une clôture en bois qui séparait la propriété de ma sœur de la maison derrière elle. Vic avait installé son équipement près de cette clôture, ce qui m'a semblé étrange même avant de comprendre ce que je regardais. Il y avait ces cadres métalliques, presque comme des échelles, tenant de gros tubes en carton pointés vers le ciel. Une table pliante à côté d'eux était couverte de boîtes que je ne pouvais pas lire depuis l'autre bout du jardin. Environ 30 personnes se promenaient sur la pelouse inégale, tenant des gobelets en plastique et des assiettes en papier chargées d'amuse-gueules. Des torches et tiki bordaient le périmètre, leurs flammes dansant dans la légère brise. Ma sœur m'a repéré dès qu'elle m'a vu et a couru vers moi, m'enlaçant dans une étreinte qui sentait son parfum vanillé et la sangria qu'elle avait clairement déjà commencé à apprécier. Elle m'a présenté à une flopée de visages que j'ai immédiatement oubliés. Des voisins, des collègues de travail et des amis d'amis, tous dans cette ambiance pré-minuit où les inconnus deviennent des meilleurs amis temporaires. J'ai attrapé un verre et j'ai essayé de me détendre, mais mes yeux ne cessaient de revenir vers ces tubes près de la clôture, les comptant. Il devait y en avoir au moins 20. Vers 23 heures, Vic a commencé à rassembler tout le monde pour qu'il regarde la préparation du spectacle. C'était un homme trapu dans la cinquantaine, avec une barbe grise et une casquette de baseball sur laquelle était écrit quelque chose à propos de technicien pyro-vétéran. Ses mains bougeaient avec assurance alors qu'il vérifiait les connexions et ajustait les angles. Et j'ai remarqué qu'il portait des gants de cuir épais. Ce détail aurait dû me rassurer, mais il a eu l'effet inverse. S'il avait besoin de protection, qu'en était-il du reste d'entre nous, debout à 4,5 mètres de là avec rien d'autre que des gobelets en plastique à la main? J'ai mentionné cela à une femme à côté de moi, une rousse nommée Donna, qui vivait 3 maisons plus loin. Elle a ri et a dit que Vic faisait ça chaque année, qu'il était un vrai pro. Son fils de 8 ans était assis en tailleur sur l'herbe près de l'avant de la foule, son visage illuminé d'anticipation. J'ai voulu suggérer qu'elle le recule un peu, mais je ne voulais pas être ce genre de personne, l'invité paranoïaque qui gâche le plaisir de tout le monde. Alors, je suis resté silencieux, sirotant mon verre,
regardant Vic se déplacer entre les cadres comme un chirurgien préparant ses instruments. Le décompte a commencé à 5 minutes de minuit. Quelqu'un avait branché un téléphone à une enceinte portable, et nous pouvions entendre la diffusion de Times Square se mélanger au bruit du quartier. D'autres fêtes dans les rues adjacentes, des pops et des crépitements lointains de feux d'artifice précoces, des chiens aboyant en protestation. Kayla m'a trouvé dans la foule et a attrapé mon bras, ses yeux vitreux à cause de la sangria, mais son sourire si sincère qu'il m'a fait me sentir coupable d'être anxieux. Elle a dit que ce serait incroyable, que Vic avait dépensé plus de 2000 $ pour ce spectacle. Je me souviens avoir pensé que c'était insensé, une telle somme d'argent pour quelque chose qui durerait peut-être 10 minutes. Mais ensuite, tout le monde a commencé à compter à rebours à partir de 30, et je me suis laissé emporter malgré moi. Les voix autour de moi sont devenues plus fortes, 20, 15, 10. Vic se tenait près de son installation avec un long briquet à la main, attendant. 5, 4, 3, 2, 1. Les acclamations ont éclaté. Les gens se sont embrassés et Vic a approché la flamme de la première mèche. Les premiers tirs étaient magnifiques. Je lui accorde ça. Des éclats dorés qui se sont répandus dans le ciel comme des graines de pissenlit emportées par le vent, suivis de craquements rouges qui sonnaient comme 1000 petits fouets claquant en même temps. Tout le monde a incliné la tête en arrière, la bouche ouverte, les couleurs se reflétant dans leurs yeux. J'ai senti que je me détendais un peu, pensant que j'avais peut-être été ridicule de m'inquiéter. Vic se déplaçait le long du cadre avec une aisance pratiquée, allumant les mèches en séquence, reculant pour admirer son travail avant de passer au suivant. Le spectacle était synchronisé d'une manière qui semblait presque musicale, les explosions s'enchaînant les unes aux autres en rythme. J'ai sorti mon téléphone pour filmer un clip pour les réseaux sociaux, quelque chose que je faisais rarement, mais l'affichage était vraiment impressionnant. Puis est venu un boom plus profond, l'un de ces gros mortiers qui vous secouent la poitrine de l'intérieur. Une fleur violette a éclaté au-dessus de nos têtes et tout le monde a applaudi et acclamé. Vic a levé le poing en signe de triomphe. C'est alors que j'ai remarqué que le cadre à l'extrême gauche avait commencé à pencher. Cela s'est produit si vite que mon cerveau a presque refusé de le traiter. Le cadre métallique s'est incliné de peut-être 5 degrés, puis 10 degrés. Et avant que quiconque ne puisse réagir, l'un des tubes a tiré, non pas vers le haut, mais sur le côté, presque parallèlement au sol. Le mortier a traversé le jardin comme une comète enflammée, traînant des étincelles et de la fumée, et s'est écrasé contre la clôture en bois à environ 1 mètre à ma droite. L'explosion n'avait rien à voir avec celle dans le ciel. Celle-ci était concentrée, violente, un coup de lumière et de chaleur qui a projeté des éclats dans toutes les directions. Quelqu'un a hurlé, un son qui a percé le bourdonnement dans mes oreilles. J'ai trébuché en arrière et je suis entré en collision avec un homme que je ne connaissais pas. Nous avons failli tomber sur une chaise de jardin renversée. Quand j'ai levé les yeux, le cadre s'était incliné davantage, et j'ai pu voir le tube suivant dans la file, sa mèche déjà en train de brûler. Il était dirigé directement vers la foule. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de crier. Le son est simplement sorti de moi, brut et primitif. Un seul mot répété encore et encore. Bougez, bougez, bougez. Les gens commençaient déjà à trébucher dans différentes directions, mais la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le ciel explosait encore de couleurs des autres cadres qui n'étaient pas tombés, et le bruit était si assourdissant que mon avertissement portait à peine. J'ai attrapé le bras de la personne la plus proche de moi, un homme plus âgé avec une barbe blanche, qui semblait complètement désorienté, et je l'ai tiré vers la porte coulissante en verre qui menait à la maison. Le deuxième mortier a tiré juste au moment où nous bougions. Je l'ai plus entendu que vu. Un sifflement suivi d'un impact quelque part derrière nous. Du verre s'est brisé. Peut-être l'une des torches est tiki ou une fenêtre. Le vieil homme a trébuché sur une glacière et est tombé lourdement, m'entraînant avec lui. Mes genoux ont heurté le patio en béton et la douleur a été immédiate et aiguë. Mais je me suis forcé à me relever. Je l'ai forcé à se relever parce que j'entendais une autre mèche crépiter dans ce rythme de décompte terrible. Le jardin était descendu dans un chaos absolu. Des chaises pliantes étaient partout, renversées par des gens essayant de fuir dans toutes les directions à la fois. J'ai vu Donna sprinter vers la porte latérale avec son fils dans ses bras, son visage enfoui contre son épaule. Quelqu'un pleurait, un son aigu et plaintif qui se mélangeait aux explosions continues au-dessus de nos têtes. Vic hurlait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, agitant les bras près du cadre renversé comme s'il pouvait d'une manière ou d'une autre le remettre en position par la seule force de sa volonté. Un autre mortier a été lancé depuis le cadre incliné,
et celui-ci est parti bas et rapide, ricochant sur l'herbe avant de détonner contre le mur arrière de la maison. Le stucco s'est effrité et est tombé en morceaux. Une fenêtre au 2e étage s'est brisée vers l'extérieur, projetant du verre sur la foule en dessous. J'ai senti quelque chose me piquer l'avant-bras et j'ai regardé vers le bas pour voir du sang, une fine ligne où un éclat avait tranché ma peau. La douleur était lointaine, irréelle. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de trouver Kayla. Je l'ai repérée près de la porte arrière, accroupie derrière une table de patio renversée avec 2 autres femmes. Ses yeux ont croisé les miens à travers le jardin, et même dans la lumière stroboscopique des feux d'artifice qui continuaient à être lancés depuis les cadres droits, je pouvais voir à quel point elle était terrifiée. Sa bouche formait mon nom, mais aucun son ne m'est parvenu à travers la cacophonie. J'ai commencé à me diriger vers elle, restant bas, me faufilant entre des chaises abandonnées et des boissons renversées. L'herbe était glissante de quelque chose. Peut-être de la bière, ou de la sangria d'un pichet brisé. Mon pied s'est accroché à un câble d'alimentation, et j'ai failli tomber à nouveau, me rattrapant au bord d'une table en plastique à la dernière seconde. Un autre mortier a été tiré depuis le cadre renversé, et j'ai vu son arc latéral dans le jardin du voisin. L'explosion a illuminé la ligne de clôture et j'ai entendu une femme de l'autre côté commencer à crier en espagnol. Tout le quartier était réveillé maintenant. Les lumières des Porsche s'allumaient de haut en bas de la rue, mais personne ne pouvait nous aider. Les tubes restants étaient toujours chargés, toujours connectés à la chaîne de mèche que Vic avait installée, et ils allaient continuer à tirer jusqu'à ce que le dernier soit épuisé. J'ai atteint Kayla et l'ai tirée pour qu'elle s'accroupisse à côté de moi. Nous étions tous les deux pressés contre le côté de la maison où un petit auvent offrait une certaine protection. Tout son corps tremblait, et quand elle a saisi ma main, ses doigts étaient glacés malgré la nuit chaude de l'Arizona. Elle ne cessait de dire qu'elle était désolée encore et encore, comme si c'était d'une manière ou d'une autre sa faute de m'avoir invité. Je lui ai dit d'arrêter, que nous devions nous concentrer, que nous devions entrer dans la maison. La porte coulissante en verre était peut-être à 4,5 mètres, mais traverser cet espace ouvert semblait comme traverser un champ de mine. J'ai compté les tubes que je pouvais encore voir sur le cadre renversé. 4, peut-être 5. C'était difficile à dire dans le chaos. Chacun d'eux était une bombe prête à exploser dans une direction aléatoire. Vic s'était finalement éloigné de l'équipement, son visage pâle et relâché. Toute cette confiance antérieure avait complètement disparu. Il se tenait simplement là, figé, tandis que les gens couraient devant lui vers toute sortie qu'ils pouvaient trouver. J'avais envie de lui crier, de lui demander quel genre de professionnel laissait une chose comme celle-ci arriver, mais il n'y avait pas de temps. La mèche suivante crépitait déjà. J'ai attrapé Kayla par le poignet et nous avons couru. Plus vers la porte coulissante. Il y avait trop de monde qui se bousculait à cette entrée, poussant et se bousculant dans une panique aveugle. À la place, je l'ai tiré le long du côté de la maison vers la porte étroite qui menait à la cour avant. L'espace entre la maison et la clôture était à peine assez large pour que nous puissions nous déplacer en file indienne, et je pouvais sentir la chaleur des explosions rayonner du mur en stucco à côté de moi. Un autre mortier a tiré derrière nous, et le son était assourdissant, un craquement suivi d'un rugissement qui semblait vibrer à travers tout mon squelette. Quelque chose a sifflé au-dessus de nous, traînant des étincelles oranges. Nous avons franchi la porte et sommes trébuchés sur la pelouse avant juste au moment où les derniers tubes se vidaient dans la nuit. De cet angle, je pouvais voir clairement les dégâts. La clôture brûlée, la pelouse noircie, la fumée s'échappant d'un trou dans le côté de la maison où l'un des mortiers avait percé. Le feu léchait les bords de ce trou, petit mais grandissant. Quelqu'un était déjà au téléphone avec le 911. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. L'après-coup ressemblait à un réveil après un cauchemar, pour découvrir que tout était réel. Les ambulanciers ont traité cette personne pour des brûlures, des coupures et une inhalation de fumée. Le fils de Donna avait un morceau de bois enfoncé dans son mollet qui nécessitait une intervention chirurgicale. Il marche encore avec une légère boiterie aujourd'hui. Le vieil homme que j'avais traîné en sécurité avait subi une légère crise cardiaque due au stress et avait passé 3 jours à l'hôpital. Vic a fait face à des accusations criminelles pour mise en danger délibérée et utilisation de feux d'artifice non autorisés dans une zone résidentielle. Il s'est avéré que ses connexions n'étaient qu'un gars qu'il connaissait et qui faisait passer des mortiers de qualité professionnelle depuis le Mexique, et qu'il n'avait aucune formation réelle. La maison de Kayla avait besoin de plus de 40 000 $ de réparation. Elle l'a vendue 6 mois plus tard et a déménagé dans un autre état. Elle a dit qu'elle ne supportait plus d'être dans ce jardin. J'ai encore une fine cicatrice sur l'avant-bras là où le verre m'a coupé.
Une ligne blanche qui capte la lumière quand je bouge d'une certaine manière. Chaque réveillon du nouvel an depuis, je reste à l'intérieur avec tous les rideaux tirés. Quand minuit sonne et que les feux d'artifice commencent à l'extérieur, je mets des écouteurs anti-bruit et monte le volume de la télévision au maximum. Certains sons, vous ne voulez tout simplement plus jamais les entendre. Célébrer mon anniversaire le 31 décembre a toujours été une bénédiction et une malédiction. D'un côté, le monde entier fait la fête. De l'autre, bonne chance pour que quelqu'un se concentre sur vous quand les feux d'artifice et le champagne sont de la partie. En 2024, après avoir obtenu mon diplôme en 2017 et passé des années à construire une carrière dans le marketing, j'ai pensé que je méritais une nuit de vraie célébration. Mon ami Heather ne cessait de vanter les mérites d'une boîte de nuit haut de gamme en centre-ville appelée Velours. L'un de ces endroits où les cocktails coûtent 20 $ et les videurs portent des écouteurs comme des agents des services secrets. Elle m'a convaincu que fêter le nouvel an là-bas serait la manière parfaite de marquer un autre tour autour du soleil. J'ai dépensé 200 $ pour une robe pailletée et 50 de plus pour des talons dans lesquels je pouvais à peine marcher. Heather est venue me chercher vers 22 h, et nous sommes arrivés juste au moment où la file d'attente faisait le tour du pâté de maison. La basse à l'intérieur vibrait à travers le béton, et je me souviens avoir pensé que c'était exactement ce dont j'avais besoin. L'intérieur de velours correspondait à toutes les attentes que je m'étais faites. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une lumière prismatique sur une piste de danse bondée de corps se mouvant dans un chaos synchronisé. Les sections VIP étaient délimitées par des cordes de velours, occupées par des gens qui semblaient sortis de magazines. Heather m'a attrapé le poignet et m'a tiré vers le bar principal, où 3 barmen en gilet noir assortis secouaient des cocktails comme des performeurs. J'ai commandé un seul vodka cranberry, mon unique verre de la soirée, voulant rester assez lucide pour me souvenir du décompte. Heather a disparu dans la foule vers 23 h, courant après un gars qu'elle reconnaissait de son cours de spinning. J'ai trouvé une place près de l'une des hautes tables surplombant la piste de danse. La musique était forte, l'énergie électrique, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment heureuse. J'ai vérifié mon téléphone, vu qu'il était 23 h 42, et j'ai commencé à scanner la salle pour repérer Heather afin que nous puissions trouver un bon endroit pour minuit. C'est alors qu'un homme en uniforme de serveur s'est approché de ma table, portant un plateau avec une seule coupe de champagne. Il était grand, peut-être 1,88 m, avec un crâne rasé et une mâchoire assez tranchante pour couper du verre. Son uniforme correspondait parfaitement à celui des autres membres du personnel, gilet noir, chemise blanche, même la petite épingle dorée sur son col avec le mot velours écrit en cursive. Il a souri et a posé le verre devant moi, se penchant pour se faire entendre par-dessus la musique. « Champagne offert pour le décompte », a-t-il dit, gesticulant vaguement vers le bar. Je l'ai remercié sans y penser à 2 fois. C'était exactement le genre de choses que faisaient les clubs haut de gamme, surtout le soir du Nouvel An. Il a hoché la tête une fois et a disparu dans la foule avant que je ne puisse même demander s'il avait vu une rousse en robe verte, qui était Heather. Le champagne avait l'air cher, avec de minuscules bulles montant en colonne parfaite, et je l'ai porté à mes lèvres sans hésiter. La première gorgée avait un goût légèrement amer, que j'ai attribué à la marque haut de gamme qu'il servait. J'ai pris une autre petite gorgée et j'ai reposé le verre, reportant mon attention sur la piste de danse. 23 h 47, le DJ construisait quelque chose, superposant des beats qui faisaient pulser toute la salle comme un organisme vivant unique. J'ai senti une vague de vertige m'envahir, subtile au début, comme si je m'étais levé trop vite. J'ai agrippé le bord de la table et j'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer. La lumière semblait plus vive, la musique plus forte, et les visages autour de moi ont commencé à s'estomper sur les bords. Mes jambes se sentaient lourdes, comme si quelqu'un avait rempli mes chaussures de sable mouillé. J'avais déjà ressenti l'ivresse, et ce n'était pas ça. Un vodka cranberry et 2 gorgées de champagne n'auraient pas dû me faire cet effet. Ma vision a commencé à se rétrécir, la périphérie devenant sombre, comme si quelqu'un fermait lentement des rideaux de chaque côté de mes yeux. J'ai tâtonné pour attraper mon téléphone, mais mes doigts semblaient épais et maladroits, déconnectés de mon cerveau. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin de trouver Heather, un agent de sécurité, n'importe qui pourrait m'aider. Je me suis poussé loin de la table et j'ai immédiatement trébuché, me rattrapant au bras d'un inconnu qui m'a à peine regardé avant de retourner à sa conversation. La salle tournait maintenant, pas de manière dramatique comme dans les films, mais en inclinaison lente qui faisait que chaque pas semblait comme marcher sur un bateau en eaux agitées. J'ai visé les toilettes, me souvenant qu'elles étaient près du couloir à l'arrière,
après le deuxième bar. Les gens me bousculaient constamment, trop absorbés par leur propre célébration pour remarquer une femme luttant pour rester debout. L'horloge du décompte sur l'écran principal affichait 23h51. 9 minutes avant la nouvelle année. 9 minutes avant que tout le monde ne crie et ne s'embrasse, complètement indifférent à tout ce qui pourrait se passer autour d'eux. J'ai peut-être avancé de 6 mètres avant que 2 hommes n'apparaissent de chaque côté de moi. L'un m'a attrapé le coude et l'autre a posé une main sur mon bas du dos. « Et, la voilà », a dit celui de gauche à voix haute, sa voix portant une gaieté pratiquée qui m'a retourné l'estomac. Nous t'avons cherché partout. Il était plus petit que l'homme qui m'avait donné le champagne, trapu, avec un cou épais et une barbe de 3 jours qui semblait avoir été dessinée avec un marqueur. L'autre était plus jeune, peut-être la vingtaine, avec des cheveux blonds et un polo qui hurlait ancien étudiant de fraternité. Il se déplaçait en coordination parfaite, me guidant vers l'arrière du club comme s'ils avaient fait cela 100 fois auparavant. J'ai essayé de me dégager, mais mon bras semblait appartenir à quelqu'un d'autre. « Elle fait toujours ça », a dit le plus jeune à un couple qui nous a jeté un regard, secouant la tête avec un sourire exaspéré. Trop de champagne. Vous savez comment c'est. Le couple a ri et est retourné à ses verres. Personne n'a posé de questions. Personne n'a demandé si j'allais bien. C'était le réveillon du Nouvel An, et tout le monde supposait que j'étais juste une autre fille ivredée par ses amis. Quelque part dans le brouillard qui obscurcissait mon cerveau, un instinct de survie s'est déclenché. Je me suis souvenu d'avoir lu quelque part qu'il fallait faire une scène. Être bruyante. Être difficile, car les prédateurs comptent sur la soumission. J'ai planté mes talons dans le sol aussi fort que j'ai pu, ce qui n'était pas très fort étant donné mon état, et j'ai laissé échapper un son qui était censé être un cri, mais qui est sorti comme un gémissement étouffé. L'homme trapu a resserré sa prise sur mon coude, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des bleus que je trouverais le lendemain matin. Doucement, a-t-il murmuré près de mon oreille, son haleine chaude et sentant le whisky. Tu fais une scène. J'ai vu le panneau des toilettes briller à environ 4,5 mètres devant moi et j'ai pris une décision. Je me suis complètement affalé, laissant mon corps tomber comme un poids mort. Le mouvement les a pris par surprise, et pendant une fraction de seconde, leur prise s'est relâchée. Je me suis jeté sur le côté, heurtant un groupe de femmes en robes argentées assorties qui ont hurlé et renversé leurs verres partout. Le chaos m'a donné juste assez de couverture pour ramper, littéralement à 4 pattes, vers la porte des toilettes. Je ne me souviens pas avoir poussé la porte. Je ne me souviens pas m'être enfermé dans le box pour handicapé à l'extrémité. Ce dont je me souviens, c'est d'avoir pressé mon dos contre le mur carrelé froid et d'avoir tâtonné avec mon téléphone. Ma vision nageait tellement que l'écran semblait sous l'eau. J'ai réussi à faire apparaître le numéro du club, que j'avais enregistré plus tôt au cas où Heather et moi nous serions séparés. Une femme a répondu à la 3e sonnerie, à peine audible par-dessus la musique qui filtrait à travers la ligne. J'ai besoin de la sécurité, ai-je dit. Ou du moins, j'ai essayé de le dire. Les mots sont sortis de manière indistincte et brisée. Quelqu'un m'a drogué. 2 hommes essaient de m'emmener dehors. Il y a eu une pause. Puis sa voix s'est durcie. Où es-tu en ce moment? Toilette, ai-je réussi à dire. Couloir arrière. Restez là. Ne bougez pas. N'ouvrez pas la porte à qui que ce soit sauf à la sécurité. Ils frapperont 3 fois et diront le mot au minuit. J'ai glissé le long du mur jusqu'à ce que je sois assise par terre. Ma robe pailletée s'est retroussée autour de mes cuisses, et j'ai attendu. La porte des toilettes s'est ouverte 2 fois pendant que j'étais assise là. La première fois, j'ai entendu des talons claquer sur le carrelage et 2 femmes rire à propos d'un certain Brad, qui avait apparemment embrassé la mauvaise fille au bar. Elles ont retouché leur maquillage, se sont plaints de la file d'attente, et sont parties sans jamais savoir que j'étais à 3 mètres, luttant pour rester consciente. La deuxième fois était pire. La porte s'est ouverte lentement, et il n'y avait pas de voix, pas de talons, juste le bruit sourd de chaussures plates sur le carrelage. J'ai retenu mon souffle, ce qui était difficile car mes poumons semblaient enveloppés dans du plastique. Les pas se sont déplacés de manière méthodique, s'arrêtant à chaque box. J'ai regardé l'ombre passer sous l'espace au bas de ma porte, une forme sombre qui s'est arrêtée un peu trop longtemps. Puis un coup. Pas 3 coups, juste un. Lent et délibéré. J'ai pressé ma main sur ma bouche pour éviter de faire du bruit. L'ombre a persisté, et j'ai pu entendre une respiration de l'autre côté de la porte. Patiente et sans hâte. Puis la porte principale des toilettes s'est ouverte d'un coup,
et une voix de femme a coupé le silence comme une lame. Sécurité, nous évacuons les toilettes. L'ombre s'est retirée instantanément, les pas rapides et légers, disparaissant par la porte avant que l'équipe de sécurité ne puisse entrer complètement. J'ai entendu une voix de femme demander si quelqu'un avait besoin d'aide, et j'ai enfin laissé sortir ma voix. Ici, ai-je croassé depuis le box. Le verrou s'est ouvert de l'extérieur, et je me suis retrouvé à regarder une femme en polo noir avec le mot sécurité imprimé en lettres blanches sur la poitrine. Elle était bâtie comme quelqu'un qui avait joué au softball à l'université. Des épaules larges et des bras qui semblaient capables de donner un coup de poing sans y penser à deux fois. Derrière elle se tenait un homme au crâne rasé, une radio crépitant à sa hanche. La femme s'est accroupie à mon niveau, ses yeux scannant mon visage avec une efficacité clinique qui m'a fait me sentir à la fois en sécurité et terrifié. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Je lui ai tout raconté, mes mots encore épais et maladroits, le champagne, l'homme en uniforme de serveur, les deux hommes qui avaient essayé de m'emmener dehors. Elle a échangé un regard avec son partenaire qui m'a fait comprendre que ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient une histoire comme la mienne. Ils m'ont emmené dans un bureau à l'arrière, une petite pièce encombrée de moniteurs montrant des flux de caméras positionnés dans tout le club. Le décompte avait déjà eu lieu pendant que j'étais par terre dans les toilettes, et des confettis flottaient encore dans la salle principale comme de la neige scintillante. Un manager nommé Vince, un homme corpulent aux yeux gentils et à la calvitie naissante, m'a fait asseoir avec une bouteille d'eau et a commencé à faire défiler les images. La garde de sécurité, qui s'appelait Jackie, est restée à mes côtés tout le temps. En quelques minutes, ils l'ont trouvé. L'homme en uniforme de serveur est apparu à l'écran à 23h38, marchant à travers une entrée de service près du quai de chargement. Il n'était pas sur la liste du personnel. Il avait acquis un bracelet de personnel d'une manière ou d'une autre, probablement volé à un vrai serveur, et s'était promené dans les couloirs de l'arrière comme s'il appartenait à l'endroit. Sur un autre moniteur, ils l'ont suivi se déplaçant dans la foule, une coupe de champagne à la main, s'arrêtant à ma table pendant moins de 30 secondes avant de disparaître à nouveau. Vince a rembobiné et zoomé, et je l'ai vu clairement. Le moment avant qu'il ne s'approche de moi, il a sorti un petit flacon de sa poche et a versé quelque chose dans le verre. Mais ce qui m'a vraiment rendu malade, c'était les images de la sortie de secours. À partir de 23h50 environ, le même homme est apparu sur la caméra couvrant la porte arrière, celle qui menait à la ruelle derrière le club. Il a vérifié la poignée. Il a regardé son téléphone. Il a fait quelques pas en arrière, puis est revenu. Toutes les 2 ou 3 minutes, il a répété ce schéma, ses yeux fixés sur la porte comme un prédateur attendant à un point d'eau. L'horodatage dans le coin a dépassé minuit, puis minuit 15, puis minuit 30. Il n'est parti que lorsqu'un camion de livraison est entré dans la ruelle à minuit 42, ses phares inondant la zone et le forçant à se retirer dans l'ombre, puis finalement hors du cadre. Les deux hommes qui avaient essayé de m'escorter hors du club n'ont jamais apparu sur cette caméra. Jackie m'a dit qu'ils étaient probablement stationnés à l'intérieur pour guider les cibles vers la sortie, tandis que l'homme à l'extérieur s'occupait de la suite. La police est arrivée vers 1h du matin. 2 détectives, un homme et une femme, ont pris ma déposition tandis qu'un ambulancier vérifiait mes signes vitaux et prélevait du sang pour confirmer ce que tout le monde savait déjà. Ils ont trouvé des traces de gamma-hydroxybutyrate dans mon système, la même substance qui apparaît dans des dizaines de cas comme le mien chaque année. Heather est finalement apparue vers 1h30, du mascara coulant sur son visage, sanglotant et s'excusant de m'avoir abandonné. Je n'avais pas l'énergie d'être en colère contre elle. Les détectives m'ont dit qu'ils tireraient les images, feraient une reconnaissance faciale, feraient tout ce qu'ils pourraient, mais leur ton portait un poids que j'ai reconnu, le genre de pessimisme professionnel qui vient de travailler sur trop de cas qui ne mènent nulle part. Les hommes savaient comment éviter d'être identifiés. Ils ne portaient aucun vêtement distinctif, n'avaient aucun tatouage visible, et les angles de caméra n'avaient jamais capturé un plan clair du visage du grand. Le bracelet avait été signalé volé par un serveur qui avait remarqué son absence vers 22h45, mais avait supposé qu'il l'avait simplement égaré dans le chaos de la soirée. Ces hommes avaient déjà fait cela auparavant. Ils le referaient probablement. J'ai passé le jour du nouvel an au lit, les rideaux tirés, sursautant à chaque bruit dans le couloir à l'extérieur de mon appartement. Heather est restée avec moi pendant 3 jours d'affilée, dormant sur mon canapé et vérifiant les verrous toutes les quelques heures. Les bleus sur mon bras sont devenus violets, puis jaunes, puis se sont estompés en rien. La police a appelé 2 fois au cours des semaines suivantes. Une fois pour confirmer les résultats de la toxicologie, et une fois pour me dire qu'ils n'avaient pas pu identifier aucun des 3 hommes. L'affaire a été classée,
rangée avec des centaines d'autres comme elle. Je pense encore à cette nuit, au coup unique sur la porte du box des toilettes et à la respiration de l'autre côté. Je pense à l'homme attendant à la sortie de secours, vérifiant son téléphone, patient comme une araignée dans sa toile. Parfois, je me demande s'il a trouvé quelqu'un d'autre cette nuit-là après que je me sois échappé. Quelqu'un qui n'a pas réussi à atteindre les toilettes à temps. Je ne vais plus en boîte de nuit. Je n'accepte plus de boissons que je n'ai pas vu être servies. Et chaque 31 décembre, tandis que le reste du monde célèbre, je reste chez moi avec les portes verrouillées et les lumières allumées, reconnaissante d'être en vie et terrifiée par les personnes qui ont essayé de s'assurer que je ne le serais pas. Le réveillon du Nouvel An a toujours été mon excuse pour rester à l'intérieur. Pendant que tout le monde envahit les rues et se presse dans les bars, je préfère le calme de mon propre appartement. Un modeste 2 pièces au 3e étage d'un immeuble dans un quartier ouvrier juste à l'extérieur de Houston. Ma sœur Vicky ne cesse de me dire que je dois sortir plus souvent, que fêter mes 34 ans ne signifie rien si je passe chaque fête comme un ermite. Mais après 10 ans de travail comme technicien en climatisation, à ramper dans les greniers et à gérer les unités en panne des gens toute la journée, la dernière chose que je veux, c'est de me faufiler dans un lieu surpeuplé avec des inconnus hurlant dans mes oreilles. Ce mercredi soir, le 31 décembre 2023, semblait comme toute autre célébration tranquille pour moi. J'avais invité mon pote Jérôme et sa femme Patty pour un peu de nourriture, quelques bières, et n'importe quelle émission de décompte passant à la télévision. Rien de fancy, rien de sauvage, juste 3 personnes dans la trentaine agissant enfin selon leur âge. Mon appartement était situé sur Ridgecrest Drive, une rue qui devenait plus bruyante chaque année à mesure que le quartier changeait, mais je me disais que le bruit se calmerait vers 1 ou 2 heures du matin comme d'habitude. Jérôme et Patty sont partis vers minuit 30, juste après avoir regardé la boule tomber et avoir trinqué avec nos bouteilles. Patty devait travailler tôt le lendemain matin à l'hôpital, alors ils ne sont pas restés longtemps. Je me souviens être resté debout à ma porte, leur faisant signe alors qu'ils descendaient le couloir extérieur vers l'escalier, leurs pas résonnant contre le béton. L'air extérieur était épais avec l'odeur de la poudre et de la fumée de barbecue, et je pouvais entendre des pétards exploser quelque part au loin, ou du moins ce que je supposais être des pétards. Cette distinction allait compter beaucoup plus dans environ 20 minutes. J'ai fermé la porte, verrouillé le verrou, et j'ai commencé à ramasser les assiettes en papier et les bouteilles vides de la table basse. Ma télévision était toujours allumée, une émission post-minuit montrant les célébrations à Times Square. Et j'avais cette sensation paisible dans la poitrine, comme si la nuit s'était déroulée exactement comme prévu. J'ai porté les déchets dans la cuisine, les ai jetés dans la poubelle sous l'évier, et j'ai pris un chiffon humide pour essuyer le comptoir. Tout était calme. Tout était normal. Et je n'avais aucune idée que mon plafond était sur le point d'exploser. J'étais en train d'essuyer le comptoir de la cuisine quand j'ai entendu le premier craquement. Ce n'était pas comme un feu d'artifice. Les feux d'artifice ont ce sifflement progressif, cette pause théâtrale avant le boom. Cela était net, soudain, comme si quelqu'un avait cassé une branche épaisse juste au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux vers le plafond juste à temps pour voir un morceau de cloison sèche de la taille de mon poing se détacher et tomber sur le tapis de mon salon. De la poussière s'est soulevée de l'impact, de petites particules blanches flottant dans la lueur de ma lampe sur pied. Pendant une seconde, je suis resté là avec le chiffon humide à la main, essayant de traiter ce que je voyais. Ma première pensée a été que quelque chose était tombé sur le toit. Peut-être un débris d'un feu d'artifice ou un idiot ivre jetant quelque chose depuis un balcon. Mais puis j'ai remarqué le trou. Une petite perforation sombre dans le plafond, entourée de plâtre fissuré, parfaitement ronde, comme si quelqu'un avait enfoncé un clou à travers depuis l'appartement au-dessus. Sauf qu'il n'y avait pas d'appartement au-dessus de moi. Je vivais au dernier étage, et au-dessus de mon plafond, il n'y avait rien d'autre que du matériau de toiture et le ciel ouvert du Texas. Je me suis approché lentement, mon cerveau n'arrivant toujours pas à suivre ce que mes yeux me montraient. Les débris sur le tapis n'étaient pas que de la cloison sèche. Il y avait autre chose de mélangé. Quelque chose de petit et métallique scintillant sous la lumière de la lampe. Je me suis accroupi et je l'ai vu clairement. Une balle déformée et aplatie sur un côté, posée là sur mon tapis beige comme si elle appartenait à cet endroit. Je l'ai ramassée sans réfléchir, et la chaleur m'a tellement surpris que j'ai failli la lâcher. Le métal était chaud. Pas brûlant, mais définitivement chaud. Le genre de température que vous ressentez quand vous attrapez une tasse de café qui a été posée pendant 10 minutes. Mon esprit a passé en revue les possibilités.
Un accident de tir dans un bâtiment voisin. Une sorte de défaillance mécanique. Peut-être un chasseur quelque part en dehors des limites de la ville. Rien de tout cela n'avait de sens. J'étais debout dans mon propre salon, tenant une balle qui venait de tomber de mon plafond. Et dehors, je pouvais encore entendre ce qui semblait être 100 pétards explosant dans toutes les directions. C'est alors que le deuxième tir est passé à travers. Celui-ci était plus proche. Beaucoup plus proche. Le craquement était plus fort, plus violent, et une gerbe de poussière blanche a jailli du plafond, peut-être à 1,80 m à ma gauche, juste au-dessus du bord de mon canapé. J'ai regardé avec horreur un deuxième morceau de cloison sèche se détacher et s'écraser sur les coussins, suivi d'une autre balle qui a ricoché sur la coudoir et roulé sur le sol. Mon corps a finalement rattrapé mon cerveau et je me suis laissé tomber à genoux derrière l'île de la cuisine, pressant mon dos contre les placards. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge, dans mes tempes, dans mes doigts. Quelqu'un tirait sur mon appartement. C'était la seule pensée que je pouvais former. Quelqu'un tirait sur mon appartement et je n'avais aucune idée de qui ou pourquoi. Je me suis fait encore plus petit, essayant de me rendre aussi petit que possible, ma joue contre le carrelage froid du sol. Le plafond en pop-corn au-dessus de moi semblait soudainement comme un champ de mine. Chaque centimètre carré était un point d'entrée potentiel pour le prochain tir. Je pouvais entendre plus de pop à l'extérieur, plus de craquements, plus d'explosions que je savais maintenant n'étaient pas des feux d'artifice. J'ai tâtonné pour sortir mon téléphone de ma poche, mes doigts maladroits et peu coopératifs. L'écran s'est allumé et j'ai composé le 911, appuyant fort le téléphone contre mon oreille tout en gardant mon corps à plat derrière l'île. Il a sonné 4 fois avant que quelqu'un ne décroche, et la voix à l'autre bout semblait épuisée, débordée, comme si elle avait déjà répondu à 1000 appels cette nuit-là. J'ai essayé d'expliquer ce qui se passait. Des balles traversant mon plafond. 2 tirs déjà. Je me cache dans ma cuisine. Mais les mots sont sortis de manière confuse et frénétique. La dispatchereuse a demandé mon adresse et je la lui ai donnée, et plan Ridge Rest Drive 2 fois parce qu'elle ne m'entendait pas à cause du bruit en arrière-plan de son côté. Puis elle a dit quelque chose qui a fait glacier tout mon corps. Elle m'a dit qu'il recevait des dizaines d'appels concernant des coups de feu à travers la ville, que les officiers étaient débordés en répondant à des tirs et des accidents, et qu'il pourrait s'écouler 30 à 40 minutes avant que quelqu'un ne puisse se rendre à mon emplacement. 30 à 40 minutes. J'étais allongé sur le sol de ma cuisine avec des balles traversant mon toit, et le mieux qu'il pouvait offrir était peut-être 1 heure. La dispatchereuse m'a dit de rester bas et de m'éloigner des fenêtres, comme si j'avais besoin d'instructions sur la manière de ne pas me faire tirer dessus. Elle a dit qu'elle garderait mon appel enregistré comme une priorité, mais j'ai pu entendre le doute dans sa voix. La résignation de quelqu'un qui savait que le système échouait en temps réel. Je l'ai remercié quand même et j'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé Jérôme. Il a décroché à la 2e sonnerie, sa voix ensommeillée comme s'il s'était déjà endormi pendant le trajet en voiture pour rentrer. Je lui ai dit ce qui se passait, parlant vite et bas, et j'ai entendu Patty halter en arrière-plan quand elle a compris. Jérôme voulait revenir, voulait conduire tout de suite, mais je lui ai dit non. Les rues étaient chaotiques. Des gens tiraient des coups de feu en l'air partout, et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était que mon meilleur ami prenne une balle perdue en venant me sauver. Il m'a fait promettre de lui envoyer un message toutes les quelques minutes pour lui dire que j'allais toujours bien. J'ai promis. Même si je ne savais pas si j'irais bien, si l'un de nous irait bien, si ce cauchemar prendrait jamais fin. J'ai rampé de la cuisine vers le couloir, gardant mon corps aussi plat que possible contre le carrelage. Ma salle de bain était au bout du couloir, une petite pièce sans fenêtre avec une baignoire en fonte que mon propriétaire n'avait jamais pris la peine de remplacer. À ce moment-là, cette vieille et laide baignoire semblait être l'endroit le plus sûr au monde. Entourée de murs de tous les côtés, aucune exposition du plafond au toit, juste de la porcelaine et du fer solide entre moi et tout ce qui tombait du ciel. Je me suis traîné le long du sol, mes coudes brûlant contre la surface rugueuse, ma respiration venant en courtes rafales saccadées. Un autre craquement a retenti quelque part à l'extérieur, suivi d'un hurlement de célébration et de plus de coups de feu. J'ai réalisé alors ce qui se passait, pourquoi les balles tombaient à des angles aléatoires, pourquoi la police ne pouvait pas l'arrêter. Ce n'était pas une fusillade au sens traditionnel. C'étaient des tirs de célébration. Des gens dans tout le quartier, peut-être dans toute la ville, tiraient leurs pistolets droit dans les airs pour marquer le nouvel an. Et ce qui monte, comme on dit, doit redescendre. Chaque balle qui quittait ses canons traversait le ciel nocturne et retombait sur terre avec assez de force pour percer le matériau de toiture,
la cloison sèche, la chair et les os si vous aviez la malchance de vous trouver sur son chemin. J'ai atteint la salle de bain et je me suis glissé dans la baignoire, me tirant par-dessus le bord en porcelaine froide et me recroquevillant au fond comme un enfant se cachant d'un orage. La fonte pressée contre ma colonne vertébrale, dure et impitoyable, mais je m'en moquais. Je suis resté là dans le noir, regardant le plafond de la salle de bain, écoutant le chaos à l'extérieur. Chaque pop me faisait sursauter. Chaque craquement envoyait une décharge d'adrénaline à travers mon système. J'ai gardé mon téléphone serré contre ma poitrine, l'écran s'allumant toutes les quelques minutes avec des messages de Jérôme demandant si j'étais toujours en vie. J'ai tapé des réponses d'un mot, oui, ça va, toujours là. Parce que je ne pouvais pas gérer plus que ça. Le temps s'est écoulé étrangement dans cette baignoire. Les minutes semblaient des heures et les heures des jours. Je pouvais entendre de la musique jouer quelque part dans la rue. La basse résonnant à travers les murs, des gens riant et criant comme si le monde ne pleuvait pas des balles. À un moment donné, j'ai entendu une femme crier, un son perçant qui a coupé à travers tout le reste. Et j'ai pressé mes paumes sur mes oreilles et j'ai fermé les yeux en priant pour que ce ne soit pas ce que je pensais. La troisième balle est passée à travers vers 1h15 du matin. Je l'ai entendu frapper quelque part dans l'appartement, un bruit sourd suivi du son familier de débris tombant. Je ne me suis pas déplacé de la baignoire. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient devenues engourdies à cause de la position inconfortable, et mon dos hurlait d'être pressé contre la surface dure depuis si longtemps. Mais rien de cela n'avait d'importance. Je suis resté là à compter les secondes entre chaque rafale de coups de feu à l'extérieur, essayant de calculer combien de balles pourraient encore se diriger vers moi. J'ai pensé à ma mère, qui vivait seule dans une maison de plein pied de l'autre côté de la ville, et je me suis demandé si elle était en sécurité. J'ai pensé à Jérôme et Patty, probablement rentrés chez eux maintenant, probablement allongés dans leur lit, incapables de dormir. J'ai pensé à tous les réveillons du Nouvel An que j'avais passés à me plaindre du bruit, à lever les yeux au ciel devant les idiots irresponsables tirant leurs armes en l'air, sans jamais imaginer que je finirais recroquevillé dans ma baignoire tandis que leurs balles perçaient des trous dans mon chez-moi. Les tirs à l'extérieur semblaient venir par vagues, des rafales intenses suivies de brefs moments de calme, puis s'intensifiant à nouveau comme une tempête qui refusait de passer. Vers 2h30, les tirs ont commencé à ralentir. Les intervalles entre les rafales sont devenus plus longs, les pops plus dispersés, les cris et les acclamations moins fréquents. Je suis resté dans la baignoire quand même, ne faisant pas confiance au silence, ne faisant confiance à rien. La batterie de mon téléphone était tombée à 12%. Et je l'ai regardé descendre avec une anxiété croissante, sachant que si quelque chose d'autre arrivait, je pourrais ne pas être en mesure d'appeler à l'aide. À 3h du matin, j'ai enfin entendu des sirènes, non pas en direction de mon immeuble, mais quelque part à proximité, peut-être à 1 ou 2 pâtés de maison. Je me suis demandé si quelqu'un avait été touché. Si le cri de la femme que j'avais entendu plus tôt était plus que de la peur. Je me suis demandé combien de personnes à travers la ville étaient allongées dans des baignoires comme moi, ou se cachaient sous des lits, ou se pressaient à plat contre les sols tandis que le ciel pleuvait du métal. La pensée m'a fait me sentir à la fois moins seul et plus terrifié en même temps. À 3h30, les tirs avaient presque cessé, remplacés par le hurlement lointain des ambulances et les aboiements occasionnels d'un chien. J'ai attendu encore 30 minutes avant de me faire confiance pour bouger, mes muscles raides et douloureux alors que je me tirais vers le haut et par-dessus le bord de la baignoire. J'ai traversé mon appartement comme un survivant, évaluant les dégâts après une catastrophe naturelle. Le salon était recouvert d'une fine couche de poussière blanche provenant des dégâts au plafond. J'ai trouvé 3 trous au total. Un au-dessus du tapis où la première balle était passée, un au-dessus du canapé de la deuxième, et un troisième près de la porte de ma chambre que je n'avais même pas entendu arriver. Les balles elles-mêmes étaient éparpillées sur le sol, de petits morceaux de métal déformés qui avaient voyagé à travers le ciel nocturne avant de s'écraser dans ma vie. Je les ai ramassées une par une et les ai laissées tomber dans un bocal en verre sur mon comptoir de cuisine. Mes mains tremblaient encore de l'adrénaline qui n'avait pas complètement quitté mon système. La police est finalement arrivée vers 4h15. 2 officiers épuisés qui ont pris des photos des dégâts et rempli un rapport que je savais ne mènerait nulle part. Ils m'ont dit que des dizaines de personnes avaient appelé pour des plaintes similaires. Qu'au moins 3 personnes dans la région de Houston avaient été touchées par des balles perdues cette nuit-là, y compris un adolescent en état critique à Memorial Hermann. Ils m'ont donné un numéro de dossier et une brochure sur les services aux victimes, et m'ont souhaité une bonne année en sortant par la porte. J'ai déménagé de cet appartement 6 semaines plus tard, j'ai rompu mon bail, j'ai payé la pénalité,
et j'ai trouvé un appartement au rez-de-chaussée dans un quartier plus calme où les voisins sont surtout des retraités et de jeunes familles. Mon propriétaire a essayé de me faire payer pour les réparations du plafond, mais j'ai menacé d'aller aux infos locales avec des photos des trous de balles, et il a vite reculé. Jérôme m'a aidé à emballer mes affaires, et quand nous avons porté la dernière boîte jusqu'au camion de déménagement, j'ai regardé la fenêtre de mon ancien salon et je n'ai ressenti que du soulagement. J'ai encore ces 3 balles dans ce bocal en verre, posées sur une étagère dans mon nouvel endroit comme une sorte de souvenir morbide. Les gens me demandent parfois ce que c'est, et je leur raconte l'histoire, et ils réagissent toujours de la même manière. D'abord l'incrédulité, puis l'horreur, puis ce silence gêné qui vient quand quelqu'un réalise à quel point vous avez frôlé la mort. Ma sœur Vicky dit que je devrais les jeter, que les garder est malsain. Mais je ne suis pas d'accord. Je les garde parce que j'ai besoin de me rappeler à quel point tout cela était aléatoire. À quel point l'une de ces balles aurait pu me toucher alors que j'étais debout au lieu d'être accroupi. Le réveillon du Nouvel An est revenu cette année en décembre, et je l'ai passé chez ma mère de l'autre côté de la ville, loin des quartiers où les gens pensent encore que tirer des coups de feu en l'air est une célébration. Nous avons regardé le décompte sur sa vieille télévision, bu du cidre pétillant parce qu'elle ne garde pas d'alcool dans la maison. Et quand minuit a sonné, j'ai sursauté à chaque pop lointain que j'ai entendu dehors. Elle l'a remarqué, bien sûr. Les mères remarquent toujours. Et elle a posé sa main sur mon bras et m'a dit que j'étais en sécurité. J'ai voulu la croire. Vraiment. Mais la vérité, c'est que je ne pense pas que j'entendrai jamais les feux d'artifice de la même manière. Chaque craquement, chaque boum, chaque sifflement renvoie mon esprit à cette baignoire. À ces heures passées recroquevillées contre la porcelaine froide tandis que le monde s'effondrait au-dessus de moi. J'ai survécu à cette nuit par pure chance, rien de plus. Les balles qui ont traversé mon plafond auraient tout aussi bien pu me toucher. Et quelque part là-bas, les personnes qui ont tiré ces coups ne savent probablement même pas ce qu'elles ont fait. Elles se sont probablement réveillées le lendemain matin avec la gueule de bois et des chargeurs vides, sans savoir que leur célébration a failli mettre fin à ma vie. C'est cette partie qui me hante le plus. Pas la peur, pas l'impuissance, mais l'aléatoire de tout cela, le caractère complètement et totalement aléatoire.